On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les classes monotones. Alors cette vidéo fait suite aux précédentes vidéos dans lesquelles on avait déjà abordé la théorie de l'intégration de Lebesgue, c'est-à-dire la théorie de la mesure. Donc aujourd'hui on va s'attaquer aux classes monotones et avant de s'attaquer aux définitions, on va voir un petit bout d'intuition. Donc pourquoi on parle de classes monotones et à quoi ça sert? Alors, l'idée, c'est de se demander comment prouver l'égalité entre deux mesures mu et nu qui sont définies sur un même espace mesurable, oméga et s'attribue A. En fait, on va introduire les classes monotones pour trouver un moyen économe de prouver l'égalité entre deux mesures, c'est-à-dire que les classes monotones vont un peu jouer le rôle de ce que les bases étaient en algèbre linéaire. Donc on va commencer par un petit point de rappel sur cette notion de base en algèbre linéaire. Je vous rappelle donc que deux applications linéaires qui coïncident sur une base sont égales. Et donc montrer que deux applications linéaires coïncident sur une base, c'est une manière économe de prouver que deux applications linéaires sont égales. On introduit donc la notion de classe monotone, comme vous le verrez par la suite, pour faire un petit peu la même chose dans l'espace mesurable oméga A. On va commencer par la définition d'un pi-système. Alors un pi-système, c'est une définition qu'on retrouve assez rarement dans les cours de L3 de théorie de la mesure, mais qui pourtant, je trouve, aide beaucoup à comprendre toutes les notions qui vont arriver par la suite. Alors un pi-système, c'est un ensemble C qui est inclus dans l'ensemble des parties de E, qui est stable par intersection finie. C'est-à-dire que dès qu'on prend deux ensembles AB qui appartiennent à C, A inter B appartient encore à C. Et vous verrez par la suite qu'on va constamment remplacer en fait pi-système par un ensemble stable par intersection finie, puisque c'est sa seule propriété. Venons-en maintenant aux classes monotones. M, qui est inclus dans P de E, ça va être une classe monotone si l'ensemble E tout entier appartient à M. Dès qu'on prend deux éléments A et B de M qui sont tels que A est inclus dans B, alors la différence, c'est-à-dire B privé de A, appartient toujours à M. Et pour tout de suite AM d'éléments de M qui sont tels que AN est inclus dans AN plus 1, alors la réunion des AN est toujours dans M. On dit en fait qu'une classe monotone, c'est un ensemble qui contient E, qui est stable par différence et dont la réunion croissante est encore dans M entier. Réunion croissante dénombrable. Quelques remarques maintenant. On remarque déjà qu'une tribu, c'est une classe monotone. Si vous ne vous rappelez plus la définition d'une tribu, je vous le mets en haut de l'écran ici qui s'affiche la vidéo dans laquelle on parlait des tribus et de leurs propriétés. Ensuite, on vérifie que toute intersection de classe monotone, ça reste une classe monotone. Et là, il y a quand même une particularité à laquelle il faut faire attention. On a parlé tout à l'heure de pi-système qui était un ensemble inclus dans P de E qui est stable par intersection finie. Mais en fait, la particularité, c'était que deux éléments A et B de C étaient tels que A inter B était encore dans C. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que deux classes monotones intersectées forment encore une classe monotone. Donc on ne parle pas des éléments de la classe monotone, on parle des classes monotones entre elles qui, intersectées, vérifient toujours les trois points que doivent vérifier les ensembles pour être des classes monotones. Donc il faut bien faire la distinction entre un ensemble stable par intersection finie et des ensembles comme des classes monotones qui, intersectées, restent des classes monotones. Enfin, dernier point, si on prend C, un sous-ensemble de P de E, on peut définir la classe monotone qui va être engendrée par C comme étant la plus petite classe monotone qui contient C, et en fait, c'est l'intersection de toutes les classes monotones qui contiennent C. Donc vous voyez qu'on se sert ici du fait que l'intersection de classe monotone, ça reste une classe monotone, et on retrouve des similarités assez fortes avec la notion de tribu engendrée par un sous-ensemble C. Donc pour ceux qui auraient besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire, une tribu engendrée par C, on la note sigma de C, et elle est définie par sigma de C, c'est l'intersection de toutes les tribus qui contiennent C. Donc on a ici défini dans les remarques la notion de classe monotone engendrée qu'on note M de C, et on a rappelé la notion de tribu engendrée qu'on note sigma de C. Et le plus gros théorème qu'on va voir juste ensuite va nous donner une condition d'égalité entre la classe monotone engendrée par C et la tribu engendrée par C. Donc lemme des classes monotones, théorème. Eh bien si C c'est un sous-ensemble de P de E qui est un pi-système, c'est-à-dire que C est stable par intersection finie, alors la classe monotone engendrée par C est égale à la tribu engendrée par C. C'est un théorème qui est vraiment très puissant parce que comme on l'a vu précédemment dans les remarques, on sait qu'une tribu c'est toujours une classe monotone, mais les classes monotones, il n'y a rien a priori qui nous assure que ce sont des tribus. Et en fait, ce que le lemme de classe monotone nous assure, c'est que si C est stable par intersection finie, alors non seulement la classe monotone engendrée par C c'est une tribu, mais en plus de ça, elle est égale à la tribu engendrée par C. On est donc en train de dire que la plus petite classe monotone qui contient C est égale à la plus petite tribu qui contient C. Donc non seulement la plus petite classe monotone qui contient C est une tribu, mais c'est également la plus petite tribu qui contient C. C'est vraiment un théorème qui est hyper important et vous allez voir dont les conséquences sont énormes. Pour la preuve de ce théorème, je vous laisse voir la vidéo suivante. C'est une démonstration qui est assez longue, donc j'ai fait le choix de vous la mettre dans une prochaine vidéo.
tout comme la démonstration du corollaire qui va venir juste ensuite. On passe donc au corollaire qui est l'objectif central de cette vidéo, ce que je vous avais annoncé en motivation principale au début de cette vidéo. Donc si on prend mu et nu, deux mesures qui sont définies sur l'espace mesurable E muni de s'attribut A, on va supposer qu'il existe C, un sous-ensemble de A, qui est un pi-système, c'est-à-dire que C est stable par intersection finie, qui est tel que la tribu engendrée par C est égale à la tribu entière A, et que pour tout élément A de C, mu et nu coïncident sur A, c'est-à-dire que mu de A est égal à nu de A. Alors le premier point, il nous dit que si mu et nu sont des mesures finies de masse identiques, c'est-à-dire que mu de E égale nu de E est fini, alors mu et nu sont égales, c'est-à-dire qu'elles coïncident. Deuxième point, s'il existe une suite En qui est telle que pour tout n, En est inclus dans En plus 1, E est égal à la réunion de tous les En, et pour tout n, mu de En est égal à nu de En. J'ai oublié de préciser que mu de En égale nu de En devait être fini, alors dans ce cas-là, on a bien mu qui est égal à nu. Donc voilà, ce corollaire, il nous donne des conditions pour lesquelles deux mesures mu et nu coïncident sur une tribu tout entière. C'est vraiment un théorème hyper important parce qu'en fait, il vous donne une manière assez économe de prouver l'égalité entre deux mesures. Et puis surtout, en fait, si vous vous rappelez bien ce qu'on a dit dans le cadre de l'algèbre linéaire. On a dit précédemment en introduction que si on avait deux applications linéaires U et V qui coïncident sur une base, alors elles sont égales. Mais qu'est-ce qu'on avait dit en fait en prépa? On était allé même un peu plus loin, on avait dit qu'une application linéaire, elle est donc entièrement caractérisée par l'image d'une base. Bah là, ça va être la même chose pour les mesures. Dans le cas où on a une partie C de la tribu A qui est stable par intersection finie et qui est telle que la tribu engendrée par ce sous-ensemble est égale à la tribu entière, bah en fait, l'image ou la valeur des mesures sur chacune des parties de C va entièrement caractériser cette mesure. Donc on va pouvoir dire qu'une mesure, elle est entièrement caractérisée par les valeurs qu'elle prend sur les parties A de C, où C, c'est un sous-ensemble de grand A qui est stable par intersection finie, dont la tribu engendrée est égale à la tribu entière A. Donc, première conséquence, on va parler de l'unicité de la mesure de Lebesgue. En effet, la mesure de Lebesgue, on verra ça un peu plus tard, elle est entièrement définie par la valeur qu'elle prend sur les intervalles de la forme AB ouvert. Donc, en particulier, comme les AB ouverts, ils vont recouvrir l'intégralité des boréliens de R, c'est-à-dire que tous les boréliens ils peuvent s'écrire à partir des intervalles de la forme AB, on va donc avoir unicité de la mesure de Lebesgue. C'est vraiment la conséquence la plus connue de ce corollaire du lemme des classes monotones. Donc voilà, ce qu'il faut retenir en numéro 1 comme conséquence, c'est qu'à partir du lemme des classes monotones, on arrive à prouver l'unicité de la mesure de Lebesgue. Le deuxième point, c'est de dire que si on a une mesure mu qui est finie, qui est définie sur R munie de l'attribut des boréliens, et ben en fait, elle va en effet être entièrement caractérisée par les valeurs qu'elle prend sur les intervalles de la forme moins l'infini A pour tout A appartient à R. On pourrait faire la même chose avec les intervalles dans l'autre sens, c'est-à-dire les intervalles de la forme A plus l'infini. On aurait aussi pu le faire avec, comme je l'ai dit précédemment pour la mesure de Lebesgue, les intervalles de la forme AB, qu'ils soient ouverts ou fermés. Donc voilà, en fait, ce corollaire, il nous donne une condition pour que deux mesures soient égales, une condition suffisante, mais en plus de ça, il nous permet de complètement caractériser des mesures à partir du moment où on a des sous-ensembles de l'attribut qui sont stables par intersection finie et qui vérifient la propriété d'avoir la tribu engendrée par ce sous-ensemble qui vaut la tribu entière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. N'oubliez pas aussi de me mettre un commentaire pour me faire un retour. Même si c'est juste un petit merci, ça me fait toujours plaisir de vous lire. En plus de ça, c'est super bon pour le référencement de la chaîne sur YouTube. Donc en faisant ça, vous me remerciez, vous me faites plaisir et en plus de ça, vous permettez de soutenir mon travail sur YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera consacrée à la démonstration du lemme des classes monotones et je vous dis bon courage dans vos révisions. Ciao ciao!